Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors c'est une histoire qui commence bien avec cette famille qui mi-décembre voit arriver un nouvel enfant, le fils d'Émilie Hilaire et de Lysandre Varenne, appelé Artus. Mais quelque temps après sa naissance, la mairie de la ville refuse l'adoption de ce prénom. Artus, alors qu'aujourd'hui, il faut quand même le savoir, aujourd'hui je suis allée voir les prénoms qu'on accepte. Bon, on accepte les Brandon, les Clitorines, les Utérines, les Tofu, Beau Gosse, Petite Neige ou encore Kiss Me. Et le prénom traditionnel Artus, qui est un dérivé du prénom Arthur, qui lui-même est un prénom qui date du IVe siècle et qui vient de ours, eh bien, ce prénom n'a pas été autorisé par la mairie. Et quel est le problème ? Eh bien, c'est cet accent sur le U dans Artus qu'avaient choisi de déposer les parents, qui correspond en effet à une écriture occitane. Alors, pour parler de ce conflit entre des racines locales, régionales et les lois de la République, dont les mystères sont parfois impénétrables, nous sommes avec Jean-Louis Blénette. Bonjour Jean-Louis Blénette. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président de la Confédération Calandreta, une association qui promeut l'enseignement aux enfants en langue occitane et française à l'école. Et vous avez, vous, également réagi à cette affaire du petit Artus. Et là, on va d'abord parler de cette histoire avant d'essayer de comprendre tout simplement où en sont aujourd'hui la reconnaissance des langues régionales en France. Mais d'abord, pour ce prénom Artus, selon vous, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, qu'un accent occitan soit refusé en France ? Oui, ça arrive maintenant. C'est arrivé en Bretagne aussi, beaucoup, avec l'histoire du Fanche. Ça arrive avec une certaine prise de conscience des Occitans, de leur orthographe. Oui. Voilà, donc c'est des choses qui se font. C'est très important, le choix d'un prénom. Bien sûr. Bien sûr. C'est un choix très difficile. Moi, je suis père de 4 enfants. Il a été plus difficile pour moi de choisir le prénom que de faire les enfants. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile pour des parents de se voir refuser le prénom. Alors, encore une fois, je donne quelques exemples. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui... on va reparler des règles, justement des prénoms. J'ai lu que depuis 1993, l'officier d'état civil n'a pas le droit de refuser un prénom lors d'une déclaration de naissance. Mais c'est ensuite que les autorités peuvent éventuellement bloquer un dossier parce qu'elles considéraient que ce prénom peut porter préjudice ou nuire à l'enfant. Je ne vois pas en quoi Artus, avec un accent occitan, porte préjudice ou nuit à l'enfant quand on compare avec Clitorine ou Tofu, par exemple, ou Petite Neige. Et oui, c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ou plutôt on le comprend très bien. Il y a eu une décision en 2021 du Conseil constitutionnel qui continue dans un absolutisme d'éradication des langues régionales. Il faut bien voir que ce qu'on appelle langues régionales, ce sont les langues historiques et autochtones du pays. Exactement. Donc celles-là sont interdites. En anglais, tout est possible, les suélènes, tout est possible, mais aucune trace des langues régionales ne doit subsister. Car il faut savoir, ça vient d'un fait, c'est que les langues régionales vivent en régime d'interdit. Elles sont interdites d'usage administratif, d'usage juridique, ce qui fait beaucoup d'usage. Et en termes commerciaux, elles sont très surveillées. Donc, le seul endroit où le citoyen peut mettre dans le langage administratif quelque chose qui lui appartient, qui est de l'intime, qui est très important dans ce qu'il veut transmettre à son enfant, c'est le choix du prénom de son enfant. Et là, le Conseil constitutionnel, qui est une entreprise d'éradication linguistique absolue, a dit, cet interstice, on l'avait oublié, figurez-vous que Artus est un crime du plus haut niveau, puisque anticonstitutionnel, ça veut dire quelque chose qui met en danger la République. Et oui. Artus met en danger la République autant, plus que quoi que ce soit d'autre. Plus que Kiss Me ou Beau Gosse ou Brandon, oui. C'est invraisemblable. Et c'est quand même c'est normal que ça
ça meurtrisse les gens. Évidemment. Les gens, ils sont touchés. Non mais en fait c'est particulièrement révoltant cette histoire, d'autant plus avec un Artus, comme on l'a dit, qui est un prénom traditionnel. Et surtout, vous avez pointé du doigt l'élément, je pense, fondamental de ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est-à-dire que, alors qu'on est aujourd'hui très envahi, et Radio Courtoisie est bien placée pour le savoir, par des langues, par les langues du mondialisme, on va dire, l'anglais qui n'est même plus de l'anglais, mais une espèce de mélange de langues comme ça, qui viennent de l'anglais, de l'américain, etc. On voit en même temps que nos propres racines françaises, vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que ce sont les langues autochtones. Nos propres racines sont refoulées comme si c'était le mal incarné. Comment vous expliquez cette opposition entre l'invasion facile de l'américain, par exemple, et le rejet par principe de ce qui fait nos racines? D'une part, je me permets de dire que l'ONU, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, a envoyé une lettre de reproche et de critique au gouvernement français en disant qu'il y avait discrimination pour les langues régionales par rapport à l'anglais. En France, tout est possible en anglais, et rien n'est possible dans les langues régionales. Or, en 92, quand on a mis la modification de la Constitution, la langue de la République est le français, il avait été dit, ça ne servira qu'à lutter contre l'anglais. Or, l'accent et cette affaire de Artus, mais ça aurait pu être Eloy, ça peut être Fanch, ça peut être tout plein d'autres prénoms des langues autochtones, des langues historiques de notre pays. Oui, du breton, du basque. Voilà, Fanch. Tout cela est complètement interdit, mais ça vient de très loin. Ça vient du fait qu'on s'est toujours pensé empire. Et que sur les questions de langue, on a une façon d'empire de voir. Et d'ailleurs, la guerre d'Ukraine montre bien comment les empires pensent la diversité culturelle. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, on a appris aux enfants que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Donc, évidemment, on vient de loin. Et en France, on a une politique qui est continue, qui est constante d'éradication des langues du pays. Alors, pourquoi maintenant on accepte si bien la langue de Wall Street, la langue de la dominance? Oui. Mais parce qu'on a une logique d'empire. Donc, on a envie d'être... Les élites françaises veulent être dans l'empire. Voilà, ce qu'elles ont fait pendant longtemps. Soumis à l'empire dominant, donc ici l'empire américain. Actuellement, on peut très bien vivre à Paris en ne parlant qu'en anglais, pratiquement. Oui, tout à fait. Tout le monde est là, et de suite, dès qu'il y a un anglophone, on essaie de ce point de vue, les langues qui défendent le français, les gens qui défendent le français, ce sont les gens qui défendent la diversité culturelle, c'est-à-dire les langues régionales. Oui, évidemment. Le projet que l'on a en face de nous pour la France, c'est de faire un pays uniformisé, et je dis qu'on pourrait modifier l'article 2 de la Constitution en disant la langue de la République est le français, l'anglais est son avenir. Oui, vous avez bien raison. Alors si on peut comprendre que vous parlez justement de cette logique d'empire, que sous Napoléon par exemple, que Napoléon ait cherché à harmoniser, à définir une langue commune, etc. On peut comprendre à l'époque une recherche d'unité nationale, mais aujourd'hui on a bien compris, tout cela est poussé à l'extrême, et surtout un extrême qui n'est pas équilibré par rapport au rejet de racines qui ne sont pas les nôtres, qui sont américaines, etc. Donc c'est vrai que c'est particulièrement étonnant. J'aimerais qu'on revienne un peu ensemble, puisque vous avez parlé de cette loi de 2021. Il nous apparaît de l'extérieur qu'il y a malgré tout aujourd'hui un retour de cette volonté de cultiver la culture régionale ou locale, et notamment un retour des écoles de langue régionale. Est-ce que je me trompe ? Il y a un changement dans l'opinion qui est en lien avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la prise de conscience que c'est une question de diversité et que la défense de la diversité ne se divise pas. On ne dit pas on défend les gros divers et on tue les petits. On a compris que le scarabée, que la limace, que le ver de terre
dans la diversité biologique est important, et pas seulement le tigre du Bengale. Et dans l'opinion, il y a le sentiment justement d'une légitimité de cela. Moi, quand je voyais, on a des rivières qui sont envahies par des plantes invasives qui veulent tout détruire. Oui. Et donc, il y a une prise de conscience dans l'opinion, donc il y a une demande dans l'opinion. Mais, voyez-vous, moi, je vous parle de Montpellier. Montpellier, c'est en Languedoc. C'est un des très rares pays au monde dont le nom lui soit donné par sa langue. Chez nous, en Languedoc, l'occitan est enseigné, la Languedoc, elle est enseignée à 3% des enfants. C'est pas par un oubli du rectorat, mais par une volonté. Le jour où on enseignera le français à 3% des Français, on dira ils ont un problème au casque. Eh bien, c'est ce qui se passe. Et alors l'opinion change et il y a une demande pour les écoles puisque nos enfants, ils sont totalement bilingues. Même, ils ont beaucoup plus d'ouverture sur les autres langues. Donc, où est le mal que l'on fait? Néanmoins, le Conseil constitutionnel a dit que l'immersion est un grand danger pour la République, comme l'accent de Artus. L'immersion, ce que vous voulez dire, c'est quand c'est une école totalement occitane, par exemple? C'est ça que vous appelez l'immersion? Non, une école, non. L'immersion, c'est comme si vous disiez, quand on plonge un enfant dans une piscine pour qu'il apprenne à nager, c'est qu'on veut le noyer. Non. Pour apprendre à nager, il faut se mouiller tout entier. Hein? Pour apprendre à faire du vélo, il faut monter sur un vélo et on risque de tomber, certes, mais tant qu'on a 3 roulettes ou 4 roulettes, on ne sait pas faire du vélo. Donc à un moment, il faut faire de l'immersion. L'immersion, c'est pour que les enfants soient bilingues et même plurilingues. Et ce que l'on réussit, c'est ce que l'on fait. Et juste pour l'accent, c'est très amusant de voir que cette question, c'est un accent sur un U, ou ça pourrait être sur un I. Or, une chose qui est éradiquée avec violence en France, c'est aussi l'accent, la façon de parler avec la musique d'une autre langue. Tout à fait. C'est interdit quand on doit être engagé dans les médias, quasiment. Encore pour les concours, on dit aux gens, pour passer le CAPES, s'il vous plaît, perdez donc cet accent. Je vous en prie, parlez comme il faut, n'est-ce pas, parce que cet accent est malsonnant. Voilà. Et donc, on a une volonté éradicatoire qui est absolue. On a un absolutisme français qui est impérialiste. Il faut le dire comme c'est. Et il faudra qu'on s'en défasse. Sinon, le français passera à la trappe. Mais c'est ce qui est en train de se faire. C'est vraiment d'autant plus scandaleux quand on vous écoute, parce qu'encore une fois, on a déjà fait ce constat tous les deux, mais à l'heure où aujourd'hui on est ouvert à toutes les diversités, on ne serait pas capable de reconnaître nos propres racines diverses et variées et riches surtout. Donc c'est vraiment un grand dommage. Aujourd'hui, donc, vous dites finalement les écoles bilingues, pour revenir sur la question que je vous posais, sont empêchées, elles sont autorisées sous dérogation. Comment ça se passe? Alors, les écoles immersives ont des gros problèmes parce qu'elles ont très peu de postes. Donc, elles sont empêchées, bloquées dans leur développement. Voilà. Pour la formation des maîtres, il y a pratiquement, pour le service public, pour l'éducation nationale, dans la formation des maîtres, on a quasiment enlevé la formation des maîtres pour les écoles bilingues du service public, ce qui fait que l'éducation nationale fait semblant, ouvre des classes bilingues, mais ne forme presque pas de maîtres compétents. Bon, il ne faut pas être Molière pour dire que ça s'appelle Tartuffe. Hein? Voilà. Donc, on a un blocage, alors que une école immersive ou bilingue ne coûte rien de plus à la République. Donc, puisque une classe, l'enseignant, c'est pas parce qu'il parle en occitan qu'il est payé davantage. Il aimerait, certes, il n'a pas tort. Mais, puisque c'est une compétence en plus. Mais non. Donc, ça veut dire que la scolarisation dans un système bilingue qui fait une ouverture plurilingue aux enfants ne coûte pas un copec de plus. Et pourtant, on nous empêche d'avoir des postes qui serviraient de 2 choses. D'une part, à faire de l'éducation de qualité, et deuxièmement, à sauver, à donner de l'avenir au patrimoine de la France. Bien sûr. Et dernier point, imaginez que nos langues sont marquées dans la Constitution, à l'article 75.1.
Mais l'orthographe de nos langues est anticonstitutionnelle. Heureusement qu'on est au pays de Descartes. Ouais. Oui, bah vous avez bien résumé la situation, Jean-Louis Blennet. En tout cas, c'est bien triste d'entendre tout cela et d'entendre qu'encore aujourd'hui, on continue de noyer nos propres racines, alors qu'en plus, on est dans ce monde de la promotion de la culture diverse et variée, mais qui ne viennent pas de chez nous, malheureusement. Merci encore, Jean-Louis Blennet. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération Calandreta. C'est une association qui promeut l'enseignement aux enfants en langue occitane et française à l'école. Et puis à bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.